Bonjour à tous et toutes. Donc, on est là pour la Digital Expo session été à Megève, qui est plus en petit comité, puisque on aura une grande session cette année, pour l'année prochaine, en février, le 21 février 2024, où on aura beaucoup plus de personnes intéressées, parce que bien que Megève, c'est sympa aussi en été, il y a moins de personnes qui connaissent Megève en été. Et ils vont tous venir faire du ski. Donc, les journalistes seront là pour la session d'hiver. Mais aujourd'hui aussi, c'est aussi intéressant pour vous d'être là, parce que on va revoir en détail les bases de l'art digitalisé avec les certificats numériques NFT. Et il y a des choses en fait qui ne sont pas encore forcément connues, même pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui ont déjà vu des NFT mais qui ne connaissent pas tout. Donc, il y a des choses un petit peu spéciales. Donc, cette session aussi, on aura après un parcours artistique dans les galeries participantes de Megève, dont aussi Olivier là, qui est donc artiste international et originaire de Megève, basé à Megève aussi, de nouveau, parce qu'il était à Milan. On aura peut-être aussi une autre galerie, Armatan, Nicolas Laborde, qui m'a dit qu'il allait passer, mais il est peut-être un peu en retard, mais on passera chez lui. Et donc, on a déjà à Megève un certain nombre d'artistes internationaux et de galeries qui participent. Et au fur et à mesure, petit à petit, on est en train de les former et de les convaincre que les certificats numériques pour l'art digitalisé sont importants et de toute façon, dans 5 ans, seront vraiment encore plus largement utilisés. Actuellement, on a aussi des mouvements haussiers et baissiers dans tout ce qui est crypto-monnaie. Et là, on est dans un mouvement baissier. Et donc, à chaque fois, en fait, quand ça baisse, tout le monde dit que tout est perdu. Et c'est le meilleur moment justement de construire, de se former, puisque tout d'un coup, quand on va être dans le mouvement haussier, ça va aller très vite. Et si on n'est pas prêt à ce moment-là, ben on perd les opportunités. Donc on verra dans ce parcours, on ira un petit peu dans différents endroits dans Megève. Et donc, comme je disais, après, donc on a aussi Céline Wall qui est chez Deloitte, qui va nous rejoindre normalement à 15h. Donc, pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque comme c'est enregistré, et on va aussi le mettre sûrement en ligne. Donc, pourquoi est-ce que je peux parler des NFT de l'art digitalisé? Parce que moi, en fait, je travaille sur la confiance numérique depuis 2005, quand j'ai fini ma thèse sur la confiance numérique, qui était une des toutes premières thèses sur le sujet au Trinity College de Dublin. Et les NFT, en fait, ça permet d'avoir plus confiance dans l'art numérique, puisque ce sont des certificats numériques qui permettent d'être sûr que quand on va faire une transaction, elle se passe bien. On va voir que ça, c'est un point qui se fait avec tous les NFT, mais en fait, on a un deuxième point qui ne se fait pas et qui est en train d'être développé. On va aussi le voir en détail. C'est en fait la signature de l'artiste. La plupart du temps, maintenant, les NFT qui existent, on peut faire des transactions si on dit oui, pour 2 crypto-monnaies, je vais obtenir tel art digitalisé, eh bien, ça va se passer, on est sûr qu'en sécurité, parce qu'il y a une technologie derrière qui est la blockchain, ça va bien se passer, mais on n'est pas sûr de l'identité de l'autre personne en face. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre des images d'un artiste, se faire passer pour un autre, et puis donc on achèterait quelque chose qui est un faux, qui n'est pas un original. Donc on va voir aussi les NFT signés en fin de présentation. Donc les musées, ça c'est important. Les musées, il y a quelques mois, 6 mois, 1 an, ont commencé à avoir leur propre collection NFT. Donc on voit que les NFT rentrent vraiment maintenant dans les institutions. Donc là, il y avait Centre Pompidou qui a un certain nombre de NFT. Alors on voit qu'il y en a qui sont vraiment simples ou je veux dire, pas forcément avec beaucoup de détails. Donc ça, vous voyez, il y a un genre de CryptoPunk noir ici. C'est ce qu'on appelle un CryptoPunk. Et ben ça, c'est un art digital et il y a un certificat qui est lié, et donc c'est un NFT. Mais on voit ici aussi qu'on a là, par exemple, les fleurs ici. C'est Gilles Magid, qui est une artiste qui était connue dans Montréal, qui parlait souvent avec des thématiques de storytelling d'amour. Elle a fait pour la dernière Saint-Valentin en fait des bouquets numériques sous forme NFT.
Et le Centre Pompidou a un de ces bouquets-là, il est le numéro 1. Ici aussi, on a un autre artiste qui a fait en fait des vidéos de pierres, un peu précieuses, mais qui sont faites assez avec assez de surprise, puisqu'en fait, à l'intérieur, il y a pas une seule matière, mais il y a beaucoup de matières qu'elle a broyées, et puis après, elle a fait des pierres. Donc, c'est des pierres digitales, mais on peut aussi avoir, quand on a le NFT, acheter la vraie pierre. C'est en Suisse. Ça aussi, c'est des recherches que j'ai faites avec des doctorants qu'on a à l'Université de Genève. Donc là, par exemple, vous voyez, il y avait un sondage, combien d'Américains et Américaines ont déjà acheté un NFT? Ben, on voit que il y a déjà à peu près 6% d'Américains qui ont acheté des NFT, ce qui n'est pas négligeable, hein, vu que c'est quand même une technologie qui est encore assez récente. Donc, si on revient au niveau des certificats d'art, en fait, en général, quand on achète un art, pour qu'il ait de la valeur, il faut qu'on ait vraiment un papier qui est signé de l'artiste. Et donc, on a ce genre de papier ici, avec une signature de l'artiste. Et aussi, en fait, en fonction du pays, normalement un tirage limité, puisque bien sûr la rareté fait que si on a moins de tirages, eh bien, il y aura vraiment plus de valeur encore dans l'art. En France aussi, bon, pour des raisons de taxes, par exemple, si on a une image digitale qu'on va imprimer, si on fait plus de 30 exemplaires, eh bien, on va que être considéré comme œuvre d'art. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Et dans le certificat, oui, c'est marqué. C'est marqué combien il y a de numéros, quel est le type, le format. Et donc, ça, c'est un certificat papier qu'on mettra après dans un coffre-fort. Donc, dans les certificats d'art, qu'est-ce qu'on voit? Donc, bon, il y a la signature de l'artiste. Il faut faire attention parce que, bien sûr, la signature est écrite, donc on peut quand même la falsifier. Donc, il faut faire attention à ces signatures. Il y a un certain nombre d'exemplaires. En fonction du pays, on a plus ou moins de droits. Il faut savoir qu'en France, si on n'a pas, par exemple, le droit écrit par l'artiste d'imprimer une nouvelle version d'une photo qu'on aurait achetée, on n'y a pas le droit. On a le droit de la présenter chez soi. Donc, en fait, normalement, dans le certificat, il y a aussi la licence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et au niveau du transfert du certificat, en fait, on a moins de personnes qui peuvent être acheteurs et vendeurs, puisque en fait, il faut être en proximité. Pour pouvoir se transférer le certificat papier, il faut être là, il faut se connaître. Et ça diminue la liquidité, la facilité de pouvoir échanger les arts. Et certaines fois même, les arts ne sont pas, bien sûr, dans le certificat. Il y a peut-être une photo de l'art, et pas toujours. Mais par exemple, là, il peut être dans les ports francs à Genève. Il reste là, en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en sécurité. Et il y a juste le certificat qui change de main. Comme ça, un Chinois, par exemple, pourrait acheter le certificat et là, il reste à Genève. Dans les NFT, en fait, ça va être la même chose. En fait, le NFT, vraiment, ce qu'on appelle un NFT, c'est un certificat d'art digital. En général, dans le NFT en lui-même, c'est un certificat. Donc, on a quel est le titre de l'art, quel est le lien vers une image, par exemple, ou une vidéo, parce qu'on peut aussi avoir des vidéos de l'art. Mais on va pas avoir forcément l'art qui est dans le NFT, il est en lien. C'est comme quand on a un art physique, si on a une statue, par exemple, on a le certificat, mais la statue, on l'a pas dans le certificat, quoi, à côté. Donc, souvent, il va y avoir un lien vers l'art digital. Par contre, pour le transfert, comme c'est numérique, ce certificat-là, les Chinois peuvent le voir automatiquement. Et grâce à la technologie qu'on appelle blockchain, les échanges vont pouvoir se faire en sécurité, sans intermédiaire humain. Et on va être sûr que si, pour quelques crypto-monnaies, on veut acheter telle œuvre d'art, que si aussi le vendeur, l'artiste, il est d'accord, que les deux parties sont d'accord, eh bien, numériquement, ça sera sûr que la transaction ira bien jusqu'au bout et que, par exemple, on n'ait pas envoyé des crypto-monnaies ou de l'argent sans recevoir l'art et que le certificat numérique qui est lié à l'art. Donc, on est sûr que grâce à la technologie blockchain, on peut, même si on est par exemple, on est en France et puis il y a un acheteur, par exemple,
Olivier, l'artiste international basé à Megève, originaire de Megève, qu'on connaît bien, qui a commencé à faire ses NFT. Il le vend à un Chinois. Chinois, il va automatiquement, en quelques secondes, recevoir le certificat en sécurité grâce à ces technologies blockchain. Comment est-ce qu'on représente un art NFT? Ici, je vous ai montré en fait ces écrans. En fait, simplement, hein, on peut avoir un écran donc de télévision. Il y a des écrans qui sont spécifiques avec une plus haute résolution, hein, un petit peu avec un cadre en bois. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté, mais donc c'est possible d'avoir des écrans dédiés, mais on peut aussi présenter un art digital sur des écrans normaux. Dans les musées, vous voyez, en fait, ils rajoutent, par exemple, des fois un petit QR code. Pourquoi? Parce que c'est le QR code là, qui va lier au certificat. Mais c'est moins joli, vous voyez, d'avoir un QR code que d'avoir l'image en réel. Donc, en fait, la plupart du temps, il y a juste l'image. Et puis après, peut-être à côté, on peut avoir un QR code ou à l'intérieur, mais c'est vrai qu'un QR code, c'est quand même pas si joli que ça. Mais vous voyez, donc vraiment, en fait, finalement, on a une image et elle peut être copiée. Mais en fait, qui est le propriétaire? C'est celui qui a le NFT, le certificat qui est lié à cette image. C'est comme quand on va au musée du Louvre, on regarde la Joconde. C'est pas parce qu'on a pris une photo de la Joconde qu'on est propriétaire, mais tout le monde peut prendre une photo. Par contre, il y a un propriétaire, bon, là, en l'occurrence, c'est le musée. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut retrouver, grâce au QR code, la propriété de l'art en question. Alors, il y a d'autres médias, il n'y a pas que des images hein, qui peuvent être liées au NFT. On peut avoir de la musique, donc les MP3. On va acheter en fait un fichier digital et on aura le type de propriété de NFT qui nous indique qu'on est propriétaire de cet art-là. On peut avoir des vidéos, des objets 3D. Alors là, en fait, vous voyez par exemple, donc à Megève, chaque famille, en fait, dans la famille avait des croix de Savoie qui avaient été faites et données aux épouses des familles. Donc moi, par exemple, sur Megève, j'avais refait en fait une croix un peu plus moderne, mais qui est voilà, une croix comme ça de Savoie, plutôt avec des losanges, quoi, en fait, que c'était ma grand-mère qui m'avait dit un peu comment elle se représentait. Donc, vous voyez, ça, c'est un objet en 3D. Et quand il a été scanné, on peut l'avoir, vous voyez ici, en collier sur un avatar. C'est un avatar, ça, qui est dans un métavers qui s'appelle Decentraland. Et c'est un équivalent. Il y a aussi des croix Mageva qui peuvent être portées par des avatars. On peut aussi avoir des vrais bijoux qui sont soit en fait avec un écran ou alors juste avec un lié avec aussi un certificat NFT. Et donc, on peut avoir des vrais bijoux physiques liés au NFT. Et puis là, vous pourrez scanner ce QR code si vous voulez aller voir. Donc, on avait représenté en fait le clocher de Megève. Et là, par exemple, on va avoir des photos et des NFT qui sont présentés avec des artistes de Megève et aussi internationaux. Et donc, vous pouvez aller après voir dans les métavers aussi les images d'art. Voilà. Alors, ensuite, alors pour notre ami Denis qui aime beaucoup les voitures, et on en avait déjà parlé, il y a Porsche. Porsche, il a fait des NFT, vous voyez. Et là, en fait, ces NFT-là, donc c'est tout le temps la même photo, mais quand on a le NFT, on peut aller sur un site de Porsche et customiser sa Porsche. On voit que le prix, alors je crois qu'il y en a 2500 à peu près. Le prix, là, il est encore, vous voyez, $2000 pour avoir. Donc, $1000 fois 2000, c'est déjà pas mal, quoi. Bon, peut-être pour Porsche, c'est pas intéressant, mais en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant ici pour celui-là, c'est que, en fait, là, vous voyez, il est sur OpenSea. OpenSea, c'est la place de marché la plus importante pour les NFT au monde. Donc, on peut lister des NFT, et par exemple, Olivier ici présent a aussi sa page pour voir les NFT, ces œuvres d'art NFT sur OpenSea. On pourrait la présenter autre part. Mais ce qu'ils ont fait de spécial, Porsche, c'est que quand on a le NFT d'une Porsche comme ça, donc les 2500, on est membre VIP de Porsche et on peut aller avoir des expériences spéciales. Donc ça, c'est très bien. C'est intéressant d'avoir des expériences spéciales et il y a beaucoup de NFT qui donnent d'autres droits
pour inciter les gens à acheter en fait le NFT. Il faut savoir que quand là, vous voyez, on n'a pas que là, c'est pas simplement ce qu'on a la photo de la Porsche, quand on donne d'autres droits. Eh bien, en fait, dans plusieurs pays, on verra aussi avec l'avocate Maître Moelle après, si on donne beaucoup d'autres droits que juste l'aspect visuel et l'art, eh bien, on sort de juste une œuvre d'art et on entre presque des fois dans des choses qui demandent de la réglementation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, quand j'ai le NFT Porsche, je suis VIP, j'ai droit à ça et ça et ça. Et en fait, quand j'ai pas que, c'est pas que parce que c'est joli, parce que j'aime cet art, c'est parce que je peux aussi être membre du club VIP. Et ça, en fait, faire attention à l'aspect Lego, elle en reparlera, parce qu'il y a beaucoup de problèmes juridiques. Donc, voilà, quand c'est vraiment des œuvres d'art, il n'y a pas vraiment de soucis. Et encore, c'est pas encore très clair dans beaucoup de pays. Mais je veux dire, ça ne posera pas de soucis à plus ou moins long terme. Là, pour Porsche, par exemple, maintenant, il y a une nouvelle réglementation européenne qui est sortie. Ils devraient même passer des réglementations pour pouvoir garder les NFT avec d'autres droits. On appelle ça des droits d'utilité, c'est-à-dire qu'on peut faire autre chose avec le NFT. Donc, si on revient à la blockchain, donc qu'est-ce que la blockchain finalement? Eh bien, en fait, c'est une base de données. On a un livre comptable, alors ça s'appelle Ledger en anglais, donc je crois que Lily aussi peut parler de comptabilité. Donc, en fait, au départ, c'était pour comptabiliser dans un compte, eh bien, combien on avait de crypto-monnaies Bitcoin. Et donc, chaque personne a un compte. Alors, vous connaissez les IBAN. Ben, en fait, dans les cryptos, on a un crypto IBAN. C'est une adresse. Et chaque adresse, en fait, va pouvoir stocker un certain nombre de Bitcoin, des NFT. On peut aussi stocker des NFT, on peut stocker d'autres types de crypto-monnaies. Et ces crypto-IBAN, en fait, servent à envoyer, par exemple, des crypto-monnaies à Olivier pour qu'il accepte de nous envoyer le NFT, une œuvre d'art d'Olivier. Donc, pourquoi en fait c'est intéressant une blockchain? Parce que c'est un livre comptable qui va être, vous voyez, dans le monde, on a beaucoup de gens, de participants qui vont partager cette base de données, synchroniser cette base de données, et en fait, tout le monde dans le monde entier a la même vue, et c'est-à-dire que ce qui va nous permettre d'éviter d'avoir des doubles dépenses. C'est-à-dire que personne ne contrôle la base de données, donc aucun gouvernement ne peut arrêter cette base de données-là, elle est copiée dans le monde entier. Si par exemple en France, tout d'un coup, ils disent non, vous n'avez plus le droit de copier ça, ben, en Chine, ils copient, donc on peut tout le temps retrouver les mêmes informations. Et pour éviter qu'on ait, par exemple, si Olivier, par exemple Mallory, qui serait un artiste malicieux ou malicieuse, qui veut vendre un NFT 2 fois, bah oui, si le temps que la transaction elle se passe en Chine et puis que je fasse aussi une transaction en Suisse qui est plus près, bah, on pourrait avoir deux transactions et envoyer 2 fois le même NFT à quelqu'un et ça poserait des problèmes de double dépense. Et ben la blockchain, on n'ira pas dans tous les détails parce que après c'est assez sécurisé, mais ça a été prouvé donc, scientifiquement que ça va éviter qu'on puisse avoir une double dépense. Donc dès que, il faut attendre un petit moment, dès que on voit que le NFT d'Olivier est venu dans notre crypto-wallet, on est sûr que la transaction s'est bien passée. Et tout le monde saura dans le monde que celui-là, maintenant, il est à vous et que personne d'autre ne peut le prendre si vous n'acceptez pas qu'il soit transféré. Ouais, c'est comme un chèque photocopié qui pourrait être encaissé au même moment dans deux banques. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il va dire non. Ouais, les chèques, c'est ça. Les chèques, on peut toujours avoir un chèque en blanc. Bah là, en fait, non, c'est pas possible avec la blockchain. Donc, là, le compte, en fait, va avoir des crypto-monnaies, des NFT. Et en fait, pour pouvoir sécuriser ce compte, on a besoin d'une clé, et donc on appelle ça la clé privée. Et la clé privée, en fait, c'est une clé, c'est un genre de long mot de passe qui va pouvoir être stocké sur des téléphones, sur des smartphones, sur des ordinateurs. Et en fait, le problème, c'est que va faire attention, parce que même sur un ordinateur, d'autres gens peuvent aller voir dans le fichier. Donc, en fait, on va utiliser un crypto wallet. C'est un genre de petite application qui va encrypter la clé dans un fichier. Et il faut que vous ayez le mot de passe pour pouvoir faire les transactions. Parce que sinon, si quelqu'un vous volez votre ordinateur, que la clé, elle était en clair, si quelqu'un a cette clé-là, il peut utiliser votre compte n'importe où dans le monde. Donc, faire vraiment très attention. Alors, il y a des portefeuilles
crypto qui sont logiciels. Que là, vous voyez, c'est un petit, Nikon, c'est un petit renard, mais c'est le plus connu au monde. Hein. Ça ne donnait pas plus de confiance, je dirais, d'avoir mis un renard au départ, mais finalement, ils ont quand même réussi à ce que ça soit utilisé. Donc, c'est MetaMask. Et après, donc là, vous voyez, je lève, mon navigateur, il a installé cette petite application et j'ai un compte là. Je peux aller voir, après, vous allez voir, on peut aller voir ce qu'on a sur son compte CryptoIBAN. Et après, si on veut être encore plus sécurisé, vous voyez, on peut acheter une de clé comme ça, hardware, qui est déconnecté de l'ordinateur, donc c'est un petit peu plus sécurisé. Donc, si on regarde d'autres exemples de NFT, il y a Trump, en fait, il n'y a pas si longtemps, hein, en fait, en décembre 2022, il a fait des NFT. Donc, il a fait 45 000 et donc, il a fait 45 000 qui sont quand même, qui valent quand même quelque chose. Vous voyez, la NFT, celui-là, par exemple, il vaut 500 $. Donc, 500 fois 45 000, voilà, ça fait encore un certain nombre. Mais bien sûr, les prix ont baissé, hein, parce que là, on est en marché baissier, donc les prix ont baissé. Mais ils valent quand même toujours quelque chose. Et celui-là, donc, vous voyez, ça, c'est sur OpenSea. De nouveau, on est sur la place de marché OpenSea. Ici, on le voit bien. Donc, on voit le prix, on voit la description, le titre. Et donc, on voit aussi l'image qui est liée à ce NFT-là. Donc, si on regarde un peu plus loin, après, qu'est-ce qu'on va trouver dans un NFT? Donc, le NFT, donc, vous voyez, là, j'ai le compte, par exemple, j'ai mon compte CryptoIBAN. Alors, ça ne commence pas par FR ou CH, ça commence par 0x quelque chose. Vous voyez, donc ça, c'est mon compte 0x3C6C93AB, c'est mon CryptoIBAN. Donc, dans le livre comptable, le ledger distribué dans le monde, j'aime, donc dans mon compte CryptoIBAN ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, en fait, je regarde ici, en fait, je vois que j'ai justement ce NFT-là. J'ai aussi ce NFT-là, ce NFT-là. Et bien sûr, je peux aussi avoir des crypto-monnaies. Donc, on voit que quand on est connecté à OpenSea, donc on voit quel NFT on a dans notre compte. Et on peut aller aussi voir les détails. Donc là, vous voyez, si je clique sur ce NFT, j'aurai en fait un lien, vous voyez, collecttrumcards.com. Et ici, on voit, alors là, c'est vraiment dans les détails, mais je vais vous montrer justement, c'est un petit peu l'équivalent du certificat papier, vous voyez, il y a du texte écrit. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, il y a le titre du NFT, de l'image. On a aussi, en fait, des informations qui disent qu'est-ce que c'est comme art. Donc là, par exemple, vous voyez que là, c'est un NFT où Trump qui sourit, qu'il a un chapeau bleu. Et en fonction des caractéristiques qu'il a, des gens ils vont plus ou moins bien aimer. Et donc ici, vous voyez, le NFT, vraiment, c'est ça le certificat, ce qui est écrit. Vous voyez, on a un token ID. C'est vraiment ça. L'image, en fait, elle peut être n'importe où, mais vous êtes propriétaire de cette image. Et quels sont les détails? C'est ça. Alors, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas toutes les informations. Comme Olivier, par exemple, ici, que j'ai aidé à faire son compte OpenSea, je lui ai dit, il faut mettre plus d'informations, il faut bien expliquer, dire qui tu es, qu'est-ce que tu t'engages à faire, combien est-ce qu'il y aura de NFT pour chacun de tes pièces. Et donc, il ne faut pas hésiter dans la description à mettre plus de choses, parce que ici, vous voyez, c'est pas bon. Deuxième chose aussi qui n'est pas bon dans ce NFT-là, vous voyez, regardez, il y a un site web qui s'appelle collecttrumcards.com. Eh bien, collecttrumcards.com, eh bien, il est loué. C'est quelqu'un qui a aidé Trump à faire ces NFT-là. Donc, j'ai vérifié si c'était vrai. Hein. Et déjà, vous voyez, ça aurait pu être quelqu'un qui n'a pas du tout qui n'est pas en lien avec Trump. Mais là, ça a été adoubé, je dirais, par Trump. Et là, vous voyez, il paye ça. Alors, bien sûr, actuellement, il s'est fait plusieurs millions avec les NFT, mais quand Trump, il va mourir dans 20 ans, est-ce que peut-être, lui, il va continuer à payer le nom de domaine pour les transcards? Peut-être non. Vous voyez, en fait, vous aurez un NFT qui pointe vers une image, là, qui serait sur un serveur qui n'existe plus. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on engage, ce qui est important dans les NFT de confiance, c'est qu'ils soient sur un système qui s'appelle IPFS, c'est-à-dire que ça va être aussi l'image, on va la mettre sur un système qui est distribué. Et IPFS fait que dans le très long terme, vous pouvez le remettre dans 100 ans, l'image, et bien elle aura le même chemin. Dans IPFS, Interplanetary File System, quand vous avez une image dans ce système-là, dans 100 ans, elle sera encore valide. Donc, en fait, normalement, il faut tout le temps que vos NFT soient frozen,
ce qu'on appelle donc figés. Et donc, c'est-à-dire quand ils sont figés, ils sont mis sur IPFS. Ils ne sont pas sur un serveur qui est centralisé. Parce que sinon, en fait, ouais, dans 20 ans, il ne vaudra peut-être plus rien. Donc, vous voyez, dans le monde physique, on a donc un coffre-fort, on va mettre le certificat. Dans le monde crypto, on a aussi un logiciel, hein, MetaMask, qui va nous permettre de contrôler un crypto-IBAN, un compte. Dans ce crypto-IBAN, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir des NFT, on peut avoir des crypto-monnaies. Et c'est comme ça qu'on sécurise nos NFT et nos crypto-monnaies avec la clé privée, que j'ai dit avec le petit logiciel, le petit renard, qui est dans le navigateur. Alors, pourquoi maintenant, vous voyez, on appelle ça NFT? Parce que c'est vrai, je vous parle de NFT, jusqu'à maintenant, on ne savait pas forcément ce que ça voulait dire. Eh bien, vous voyez ici, NFT, ça veut dire Non-Fungible Token NFT. Donc, c'est un jeton numérique non fongible. Et justement, quelle est la différence entre un NFT et plutôt un jeton fongible comme Bitcoin? Vous voyez, quand vous avez une pièce de 2 euros, par exemple, ou 5 francs, si moi j'ai 2 francs, je le donne à Olivier, lui il me donne 2 francs, on a tous les deux 2 francs. Vous voyez, là, par exemple, Alice, elle a un bitcoin, lui, Bob, il a un bitcoin. S'ils s'échangent de bitcoin, ils ont tous les deux un bitcoin, ils ont toujours les mêmes bitcoins. C'est fongible. C'est-à-dire fongible, c'est qu'on peut se les échanger, il y a la même valeur. Donc les pièces de monnaie, 2 francs, 5 francs, 2 euros. Pour un NFT, là, vous voyez, ce NFT-là, il va pointer vers un arbre, qui est par exemple un CryptoPunk, à droite, qui vaut 10 Ethers. Bon, actuellement, ça vaut 10 Ethers, 515 000 $. Et on pourrait avoir la fondation Van Gogh qui a aussi créé un NFT pour avoir peut-être un Van Gogh, et lui qui vaut 50 millions. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que ces deux-là, ils n'ont pas la même valeur, et donc, on ne peut pas les échanger facilement. C'est pas fongible. Parce que si, ou alors sinon, moi, je vous donne mon CryptoPunk, vous donnez un Van Gogh, bon, je veux bien. Mais oui, c'est pas fongible. Donc, c'est pour ça qu'on dit, parce qu'un NFT, il est tout le temps lié à une œuvre d'art bien spécifique, unique. Il y a un identifiant unique par NFT. Donc, dans les Porsche, là, il y avait 2500 Porsche. Il y a numéro 1, numéro 2, numéro 1975 ou 1975. Et moi, j'ai mis en favori 1975. Pourquoi? Ça, il faut réfléchir. C'est la meilleure année des Porsche. 71, c'est pas mal non plus. Ouais, 71, ouais, ça peut être pas mal. Alors, après, il faut faire attention. Alors, pourquoi? Parce qu'un NFT, où est-ce qu'il peut être? Il y a plusieurs bases de données blockchain qui existent. Il y a eu la première blockchain qui existait, c'était Bitcoin. Mais Bitcoin, c'était fait que pour transacter des bitcoins. Donc, ce n'était pas fait pour mettre d'autres types d'applications, pas fait pour faire de l'art digitalisé. Il y a une autre blockchain qui est sortie qui permet de faire beaucoup d'autres types d'applications, c'est Ethereum. Ethereum, donc, c'est une blockchain où il y a des participants dans le monde qui copient la base de données, et donc elle s'appelle Ethereum, et c'est la plus connue pour les NFT. Et dans ce NFT, c'est là où je voulais montrer, faire attention, parce que quand on achète un NFT, il faut donc, vous voyez, est-ce que c'est sur IPFS à long terme? Est-ce que c'est le vrai artiste? Mais en fait, il faut aussi normalement bien vérifier le contrat. Et ça, en fait, c'est difficile parce qu'actuellement, il n'y a encore pas de service qui vérifie les contrats. Et là, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'un contrat, ce qu'on appelle un contrat intelligent, c'est un contrat dans les blockchains. Eh bien, en fait, vous voyez, il y a un NFT, c'est aussi dans la base de données, il y a une adresse pour le contrat. Et oui, il y a un identifiant unique pour le NFT qui est statique, c'est-à-dire qu'il ne change jamais, il ne changera jamais, il est statique. Mais l'URL qui pointe vers les métadonnées, vous voyez l'image, etc., dans le standard, elle peut être variable. Donc, si quelqu'un vous vend un NFT qui était sur un contrat où il avait laissé l'URL variable, il pourrait du jour au lendemain changer le titre ou l'art qui est lié. Donc, il faut toujours vérifier que le code, vous voyez, il n'est pas changé, parce qu'on peut faire qu'il ne soit pas changeable, mais par défaut, il peut être changeable, donc il faut toujours vérifier ça. Donc ça, vous voyez, ça commence à être un peu plus compliqué. Et par contre, si vous achetez un NFT sur OpenSea, vous êtes sûr que là, c'est bien fait, ils ont déjà été audités. Donc, si c'est sur OpenSea, vous n'aurez pas de problème. Si vous l'achetez sur une autre plateforme, il faut faire attention, parce qu'il a pu essayer de trafiquer et puis il faut vous faire avoir. Mais même, je pense, sur OpenSea, des NFT qui sont copiés, etc. Alors, ils sont copiés, mais c'est pas, oui, c'est pas le vrai artiste, mais là, c'est dans l'implémentation. Je veux dire, l'implémentation, elle est auditée, donc celle-là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais par exemple, vous pouvez avoir des faux artistes.
Il y a aussi beaucoup eu de faux volumes de trading sur les NFT. Vous voyez, donc ça, c'est en 2021, ça, c'est en nombre de milliards. Hein. En gris, c'est les vraies transactions où les gens s'échangeaient des NFT. Donc, vous voyez, en fait, quand on était en décembre 2021, il y avait à peu près 1 milliard quand même de transactions en NFT, des vraies transactions, c'est pas mal. Mais là, en noir, qu'est-ce que c'est? C'est le blanchiment d'argent et les fausses transactions. Parce qu'en fait, vous voyez, qu'est-ce qui pouvait se passer? Pour faire monter le prix d'un NFT, c'est moi, je me crée 2 crypto-IBAN. Comme c'est pseudonyme, hein, c'est pas anonyme, mais en tout cas, on ne sait pas l'identité des personnes. Et je me revends, je me vends mon NFT, je le revends à moi, je le revends à moi, je paye que les frais de transaction. Et comme ça fait monter le prix du NFT. Et là, en fait, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de scams. Donc là, on avait oui, jusqu'à plusieurs milliards, même de fausses transactions. Donc, vous voyez, les NFT, il faut vraiment faire attention. Il y a beaucoup de problèmes. Hein, je vous dis, donc l'image lignée, elle pourrait disparaître si elle n'est pas sur IPFS. L'identité du créateur pose problème. Et puis après aussi, on n'a pas forcément une licence claire des droits, même sur OpenSea. Il faut bien vérifier les licences. Donc c'est pour ça que là, je l'ai déjà dit hein, sur OpenSea, vous voyez même pour Trump, là on avait des licences claires parce qu'ils ont mis des licences dans la description. Mais en fait, c'est rare. Hein, souvent, il n'y a pas de licence claire. Mais là, vous voyez, on avait un lien sur IPFS. Non, on n'avait pas de lien sur IPFS, c'était un serveur centralisé, donc là, ça posait problème. Pareil pour Magic, je vous ai dit au départ, les bouquets digitalisés, donc elle en a fait un certain nombre, mais elle avait du mal à prouver est-ce que c'était vraiment les vrais, parce qu'en fait, quand j'imagine au début, elle a mis ses bouquets, donc il fallait tomber sur le bon lien sur OpenSea, mais il y en a plein d'autres, des petits malins qui ont commencé à vendre des bouquets moins chers, mais juste en copiant l'image. Et il y en a qui se sont fait avoir. Et vous voyez, eux, ils disaient, vous voyez, en fait, c'est vraiment un problème. Comment est-ce que je fais en tant qu'artiste pour être sûr que c'est vraiment moi qui ai le compte? Elle disait sur son site web, attention, il y a juste ces adresses-là, les crypto-IBAN là, où il y a des vrais. Et les gens, ils comprennent. Oui, là, on fait déjà une présentation aujourd'hui. J'en dis beaucoup. Vous allez quand même retenir de bonnes choses, mais vous n'allez pas devenir expert tout de suite. Et les gens, juste comme ça, quand ils arrivent sur un site web, ils n'ont pas une formation, ils ne savent pas où il faut une adresse. Ils trouvent, oui, ici, il vaut 750 $. Sur l'autre, il trouve à 100 $. Il dit, ah, c'est une bonne affaire, il l'achète, mais ce n'est pas sur les crypto-IBAN du vrai artiste. Donc, pourquoi on va parler maintenant de Sign NFT. Donc, ça, c'est un nouveau standard où je travaille dessus aussi avec l'Union internationale des télécommunications à Genève, hein, qui est un organisme des Nations Unies, où on veut essayer de donner plus de confiance dans les NFT. Et donc, ce qu'on appelle les Sign NFT, c'est des NFT qui vont être signés. C'est-à-dire que signés par qui? En fait, par les artistes. Et avec le NFT, donc le certificat numérique que vous avez vu, eh bien, il y aura un lien aussi vers un PDF. Et dans ce PDF-là, en fait, là, en Suisse, comment ça se passe? C'est que les artistes, ils vont chez Swisscom. Swisscom vérifie leur identité. Après, ils vont avoir une application. Ils peuvent signer un PDF grâce à cette application. Et au niveau européen et suisse, ça s'appelle Qualified Electronic Signature. Et donc, quand ils signent un PDF avec ça, au niveau légal, c'est une preuve légale, c'est un niveau comme si c'était une signature manuscrite. Donc, en fait, votre NFT, après, il est signé par un tel artiste. Et c'est officiellement, même, c'est d'ailleurs légal. Il n'y a même pas besoin d'aller en procès ou faire un jugement. C'est reconnu légalement comme signature de l'artiste. Donc, on sait que, voilà, quand vous allez ouvrir ça dans Adobe, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et il va vous dire qui a signé ça. C'est, par exemple, là, on va avoir un exemple. Vous voyez, l'année dernière, on avait déjà fait les premiers side NFT. C'était les tout premiers. Alors, ils sont pas parfaits parce que là, vous voyez, on commence à faire standard. Mais c'était les tout premiers, ça a souvent pas mal de valeur, les premiers. Et bien, en fait, là, vous voyez, c'en était un. Donc là, c'était le vote du public de l'année dernière. Cette année, on n'a pas de vote du public au Digital Art Expo, mais on en aura en février. Et là, en fait, vous voyez, donc déjà, on voit sur OpenSea, il y a une petite chose que peu de personnes voient. Vous voyez, là, il y a un petit glaçon. Ça veut dire que le NFT, il est frozen, c'est-à-dire que donc il est sur IPFS. Donc déjà, vous voyez, ça, c'est IPFS, c'est le NFT, dans 100 ans, il sera toujours sur ce système décentralisé et il y aura toujours l'image. Donc vous êtes sûr que déjà, quand il y a cette petite chose-là, que vous n'allez pas dans 20 ans perdre ce que vous aviez acheté. Et puis après, donc, quand on regarde dans les descriptions, justement, dans la description,
En même temps, vous voyez, on met un lien vers des PDF. Et ces PDF, donc, ils ont la signature. Vous voyez, ça, c'est un exemple. Donc là, c'est Loïc Morel, né à telle année. Il dit que tel NFT, avec tel identifiant, donc cet NFT-là, c'est un original. Et dans Adobe, quand vous cliquez là-dessus, ça s'ouvre ici, vous voyez, Swisscom, il vous dit que c'est bien Loïc Roger Morel, et donc c'est vraiment son identité. Et donc, on est sûr que c'est vraiment lui qui a signé ce NFT, parce qu'il dit, ce NFT-là, tel 1, 2, 3, 4, c'est mon NFT original. Voilà, donc on a fait le tour des aspects techniques. On a un petit moment encore pour les questions. Et ensuite, on passera donc à Céline Moelle qui nous présentera ces aspects légaux, comme je l'ai dit, puisque si on a un NFT qui est avec d'autres droits, et puis dans certains pays, il y a d'autres différentes réglementations, il faut faire attention parce que en tant que fournisseur de NFT de ce type-là, après, on a un régulateur financier qui peut nous tomber dessus si c'est pas simplement de l'art. Donc, on ne peut pas donner n'importe quel droit. On ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. On peut le faire, mais il faut suivre certaines règles, des étapes juridiques pour pouvoir faire ça. Alors, vous pouvez parler, hein, même normalement, le Jabra là-bas est connecté, donc normalement, on doit en ligne aussi, hein, si vous voulez nous poser des questions. Je vois que Yvonne, alors très grande avocate aussi NFT, mais au niveau du Royaume-Uni, qui nous a rejoint. Oui. Il y a couché avec un grand ventre, que c'est quoi, c'était le plus cher dans le monde. Et j'ai entendu que justement, là, il disait, comme vous avez dit, qu'il avait beaucoup de surenchères qui n'étaient pas justifiées. Oui, alors, il faut faire attention. Oui, je vous ai dit, c'est très facile. Il a vendu 6 millions, quelque chose comme ça. Oui, je vois ce que vous dites. Oui, donc je vous ai dit, attention, parce qu'on peut. Il n'y a pas des acheteurs, des vendeurs, donc on peut faire monter le prix. Donc, il faut vraiment. Vous voyez, par exemple, pour Gilles Magid, qui est une artiste connue internationalement, qui a été achetée par le musée Jean Pompidou. Voilà, vous savez que c'est en plus signé par elle. Donc, vous savez que ça vaudra quelque chose. Mais et puis elle ne va pas s'amuser à faire du wash trading comme ça. Sylvie, tu as une question, non? C'est ça? Non, pas de question, j'écoute très attentivement. Moi, j'aurais une petite question. Oui. Je voulais savoir, dans l'idée, parce que je suis très intéressé par l'idée du certificat intégré au NFT. Ça me semble essentiel pour les artistes et pour la sécurité de la propriété. Je voudrais savoir, dans l'idée, dans combien de temps, à ton avis, ce sera opérationnel? Alors, en fait, ça sera avant la fin de l'année, ouais, c'est opérationnel. On peut déjà le faire, mais en fait, c'est manuellement compliqué. Donc, on essaie toujours de le simplifier pour que ça soit le plus simple possible. Et c'est de plus en plus automatisé. Super, merci. Denis, tu avais une question, non? Non, Ah, non, j'écoute. Moi, j'ai encore une question. Comme Madame Dur, j'écoute attentivement. Oui. Un NFT peut avoir quand même plusieurs propriétaires aussi. Un NFT peut être coupé en plein de morceaux et on peut acheter des différents morceaux. Alors, on peut faire oui, donc en fait, vous voyez, quand on a un NFT, on peut le couper en tout petits morceaux, mais normalement, il y a un NFT par morceau. Donc, chacun a un identifiant bien précis du morceau. Donc, là, il faut faire attention aussi, puisque au niveau de la réglementation, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, au départ, ça peut être le tout premier qui faisait ça, on peut dire que c'était un esprit artistique. En fait, souvent, ça va être fait pour que, on dit, en fait, l'art, il coûte trop cher, donc on va le couper en petits morceaux, comme ça, plus de personnes peuvent l'avoir. Et là, on tombe pas plus fort, parce que vous voyez, si vous avez qu'un petit morceau, vous n'avez pas l'œuvre entière, donc c'est pas forcément de l'art pour vous. Vous l'achetez plutôt pour de l'investissement, spéculation. Et donc, là, vous allez tomber aussi dans d'autres réglementations. Là, par exemple, déjà, au niveau européen, si vous faites ce genre de choses-là, ça va être requalifié en sécuritisme. Donc, c'est possible, mais voilà. Là, vous voyez, c'est plus l'art que vous achetez un truc qui est potentiellement, oui, vous aurez peut-être plus d'argent au moins. Il y a d'autres règles à respecter. Il y a les fameux fringots qui étaient coupés dans plein de morceaux. Tout à fait. Et donc, pourquoi ils l'ont acheté? C'est pas pour afficher un tout petit pixel chez eux, quoi, je pense, parce que c'est soit noir, soit. Donc, c'est pas pour de l'art. Vous voyez, en fait, dans le domaine artistique, il faut toujours garder à l'esprit, si c'est pour l'art,
Donc, il y aura moins de problèmes juridiques. Si après, voilà, on fait, c'est pour faire de l'argent, là, il n'y a pas de problème. L'intérêt d'acheter un NFT, c'est juste de participer au fait de posséder une part d'une œuvre. Une œuvre entière plutôt. Une œuvre entière. Oui, Ouais. Moi, j'irais un petit peu plus loin parce que maintenant, je commence à creuser un peu le truc. Il y a quand même un aspect qui est alors, intéressant ou pas intéressant, ça dépend. Mais je trouve que c'est les NFT, les crypto-monnaies, c'est un peu comme une bourse. En gros, de toute façon, on voit jour après jour, même minute par minute, ça bouge. Et alors, les gens qui veulent investir, l'investissement dans de la crypto-monnaie, plutôt que d'avoir de l'argent qui dort comme ça, de toute façon, c'est de l'argent virtuel qu'on ne peut pas palper. Il y a la progression de la monnaie, qui a priori, vu l'historique, ça va prendre, il n'y a pas photo, mais peuvent doubler ça à autant faire avec cet argent quelque chose et donc acheter de l'art parce que c'est le plus facile ou autre chose, ça se développera sûrement. Mais le petit malin qui cherche à essayer de faire des gains, parce que, voilà, on ne met pas de l'argent dans quelque chose pour que ça dort, en général, surtout dans ce genre de choses. S'il investit sur la bonne crypto-monnaie, bon, a priori, l'Ethereum, c'est carrément un monument avec le Bitcoin. Mais qu'en plus, avec cet argent dont il ne peut rien faire à l'heure actuelle, ou pas grand-chose, il achète une pièce artistique d'un artiste ou qui vient de débarquer ou qui a déjà une certaine cote, mais un potentiel d'évolution. Il a placé de l'argent, premièrement, sur quelque chose qui va prendre de la valeur en tant que monnaie, et deuxièmement, en tant que placé, misé sur un artiste qui pourrait prendre. Donc, déjà, le pourcentage qui est possible, on l'a vu, on voit les courbes, le potentiel de gain sur la crypto-monnaie elle-même est déjà énorme. Si en plus, c'est doublé qu'il a misé sur un artiste qui va encore plus prendre, là, on est sur un gain phénoménal. Mais on reste bien dans l'art, des œuvres d'art, donc participer à avoir une œuvre d'art. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si je reviens en fait dans les autres types d'utilisation, qu'un NFT, en fait, actuellement, en fait, on l'utilise beaucoup donc sur des pages web, sur des mondes en 3D virtuels, comme ici dans Decentraland, vous avez chez Megeb. Il faut savoir que le métavers, en fait, la prochaine évolution, qui est dans les 5 années à 10 ans, et dans 10 ans, tout le monde aura accès à ça, c'est la réalité augmentée. Donc là, en fait, vous avez des lunettes, et quand vous regardez des personnes, eh bien, elle va reconnaître les personnes, elle vous affichera des informations, et elle va, par exemple, si vous avez une montre, elle verra que vous avez telle montre, et si c'est une Rolex, par exemple, eh bien, sur votre montre, eh bien, Rolex, il dira si c'est une vraie ou pas. Donc, en fait, quand vous portez aussi des NFT, vous voyez, il n'y a pas que les œuvres d'art, il y a aussi des vêtements, des choses comme ça. On sera vraiment dans la réalité augmentée, et donc ces NFT vont servir à être sûr que c'est un NFT qui est un vrai NFT de Gilles Magid, par exemple. Et donc, tu vois, il y a vraiment un monde, le NFT et un certificat numérique qui va aider le monde digital et métavers à garder le système de propriété dans le monde numérique va être grâce aux NFT. Donc, il y a tout plein d'autres choses après qu'on va pouvoir faire avec des NFT. Et même, par exemple, quand moi, je vais rentrer dans un stade, par exemple, pour un concert, j'aurai un NFT qui me permet là, c'est pas de l'art, mais qui est le ticket du concert. Et quand il va me reconnaître, par exemple, je vais pouvoir aller dans les loges VIP parce que j'ai tel ticket. Et tout va se faire automatiquement. Donc, en fait, les NFT, actuellement, oui, c'est obtenir une œuvre d'art qu'on peut mettre soit sur une page web, soit dans son monde virtuel où on a donc un endroit pour afficher un bâtiment avec des NFT. Et même voir après, en fait, ça typiquement, dans le métavers, on va aussi avoir là on est dans le monde, la vraie pièce. Quand moi j'aurai mes lunettes en réalité augmentée, quand je vais arriver ici, au lieu d'avoir en fait un vrai
on va dire, écran ou tableau. Grâce aux lunettes, ici, en fait, la personne aura mis un tableau, et je vais le voir grâce aux lunettes. Et par exemple, les Apple Vision Pro, le nouveau appareil de Apple, travaille beaucoup, à la différence d'un monde virtuel, il travaille beaucoup à un monde en fait réel, et c'est de la réalité mixte. Donc en fait, quand on aura les Apple Vision Pro, quand on sera dans la salle, ici, on pourra voir apparaître un tableau. Ça, au lieu d'avoir le tableau et puis ça prend de la place ou autre chose, bah là, tu verras un tableau en plus en résolution extrême, puisque les Apple Vision Pro, c'est encore bien plus en résolution, c'est proche de la lumière. En fait, on est capable presque, avec les Apple Vision Pro, de croire qu'on est dans un vrai monde, dans le monde réel, tellement c'est fin. Donc, oui, c'est pour l'instant acheter une œuvre d'art, prouver qu'on est le vrai propriétaire. Mais après, il y aura aussi beaucoup d'autres applications. On peut penser aux Pokémon, trouvés dans le monde. Voilà. Bah, sauf qu'en fait, si tu veux, vraiment, on voit que Apple Vision Pro, hein, l'année prochaine, elles sont vendues. Et en fait, on va avoir les lunettes, même simples, plus après les lentilles. Dans 10 ans, on aura des lentilles, on verra en réalité augmentée grâce à des lentilles. Donc, je regarde juste là pour le timing, notre ami Céline Moelle, donc avocat de chez Deloitte, qui normalement doit nous rejoindre. Merci. Envoyer un message. Ah oui, alors, en fait, je lui avais dit 15h15, parce qu'en fait, il y a à peu près une demi-heure de présentation, et après 15 minutes de présentation. Donc là, en fait, on a toujours un petit moment. Alors, je vais essayer d'aller vous montrer en fait ce que ça donne. Donc là, sur OpenSea. Donc là, vous voyez, là, je suis connecté avec mon compte donc d'entreprise. Donc, vous voyez, donc là, là j'ai le petit en haut, le petit crypto wallet que j'ai ajouté à mon navigateur. Alors, est-ce qu'il va m'afficher? Il est un petit peu lent, quoi. Donc, on va voir s'il ne va pas s'afficher, c'est pas grave. Bon, donc là, je suis connecté. Donc, vous voyez, en fait, quand on dit que c'est un site Web3, c'est parce qu'on peut se connecter à un wallet ici. Alors, je regarde juste. Donc là, par contre, je suis bien connecté. Donc, vous voyez, une fois que je suis connecté, on voit que moi, pour l'instant, j'ai 0,0051 hectares sur ce compte-là. Parce que je suis connecté au site web. Vous voyez, je suis très riche. Et donc là, en fait, vous voyez, pour créer un NFT, là, j'ai un petit bouton, Create, et je pourrais déjà ajouter l'image, puis facilement créer un NFT. Par contre, vous voyez, il y a toutes les étapes, de le mettre sur IPFS, d'avoir la vraie signature de ce compte-là. Oui, c'est très facile à faire, donc c'est pas parce qu'on arrive là-dessus que il faut croire que tous les NFT sont vraiment valides, il faut après bien vérifier. Donc là, vous voyez, par exemple, donc dans Mageva, alors, qu'est-ce que j'ai collecté? Donc ça, c'est ce que j'ai aussi dans mon compte. Alors, attendez. Alors, regardez, donc ça, c'est ceux que j'ai collectés. Donc là, vous voyez, donc on a Connecté, tu veux dire que tu as acheté. Ouais, ou que j'ai créé moi-même. Donc là, vous voyez, il y a par exemple les croix Mageva. Là, ça, c'est le The Big Whale qui est en fait un journal crypto connu. Donc on a, vous voyez, là, c'est tous les NFT que j'ai dans mon compte. Donc on les retrouve ici. Et comme c'est public, hein, donc là, tout le monde, c'est de la donnée publique, donc tout le monde peut voir. Hein, c'est ça le problème, c'est que quand vous avez acheté un NFT, tout le monde peut voir que vous avez acheté tel NFT là. Donc ça, c'est ce que j'ai créé. On peut cliquer là-dessus pour voir s'il va changer ce qu'on a créé. J'en ai créé pour parce que souvent aussi les artistes ne savent pas faire. Donc j'en ai créé aussi pour des artistes. Quoi. Je crois que c'est Olivier qui l'a créé, en fait. Non, Olivier. Alors Olivier, justement. Vous voyez, sur OpenSea, il m'a bien coaché. Il a créé le compte. Vous voyez, je mets Olivier Tops. Olivier-Tops. Et donc là, je vais tomber sur son compte. Alors comment je savais que ça pourrait être d'autres noms, hein, il faut mettre le nom là. Donc, vous voyez, on tombe là-dessus. Et là, on voit que son crypto IBAN, c'est 0x50
crois, D15. Donc, si vous voulez envoyer des Ether. Oui, parce Pas de que souci. mon compte est à 0. Hein. Je suis pas connecté, mais le mien, il est à 0. Là. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait savoir que c'est vraiment Olivier sans qu'il y ait des sign NFT? Donc, ça, c'est toujours difficile. Toujours difficile à faire parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas les sign NFT, on n'a pas de preuve formelle. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, déjà, en fait, ici, on pourra avoir une petite coche bleue sur OpenSea. La coche bleue, c'est pas parfait parce que justement, c'est à partir de 15 Ethers. 15 Ethers, ça fait quand même, c'est le volume de transaction. 15 Ethers, ça va faire peut-être 20 000 $, hein, de transaction. Ouais. Donc, bon, bah, Olivier va regarder très vite, mais moi, par exemple, moi, je veux bien. Hein. Moi, je veux bien. Ouais. Mais moi, par exemple, j'aurais plus de mal. Par contre, sauf si voilà, je faisais des fausses transactions, parce que vous voyez, donc en fait, la petite coche bleue qu'on peut trouver sur certains artistes, c'est pas parfait. Il ne faut pas croire que c'est parfait. Hein. Surtout s'ils trichent. Voilà, c'est l'identité n'est pas vérifiée. Entre vous deux, vous faites des Donc après, regardez, là, Olivier, qu'est-ce que je pourrais regarder? Il a mis le site web. Après, il a mis aussi, vous voyez, ici, on va voir Ownership Verified. Donc là, vous voyez, quand c'est connecté à Instagram et Twitter, la vérification du compte a été vérifiée. Donc en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que sur Twitter, maintenant, vous voyez, il y a des vérifications d'identité assez bien faites. Depuis que ça a été racheté par Elon Musk, c'est mieux fait qu'auparavant. Et donc là, vous voyez, par exemple, je vais voir sur… parce que là, en fait, ça pourrait être un faux compte sur Twitter, puis je me suis connecté. Donc là, il faut bien aller voir, normalement, est-ce qu'il est validé sur Twitter, qui s'appelle X maintenant. Donc on va aller voir. Ça. Ouais, on remarque, c'est un petit oiseau. Et puis, voilà. Je suis connecté sur Artistert. Ah oui, moi sur Artistert, j'ai la coche bleue qui est une vérification de. C'est pas encore payante, celle-là. Ouais. Mais c'est pas, oui, mais c'est pas encore. En fait, celle-là, c'est pareil. Les vérifications, il faut faire attention. Sur Twitter, la vérification d'identité, c'est une coche or. Bleu, c'est pas forcément. Oui, c'est pas parce qu'il y a une coche qu'il faut croire que tout est bon. Mais c'est déjà bleu. Donc là, oui, il n'y a rien. Mais par contre, vous voyez, il a mis le lien là. Et puis, s'ils sont sur son site web, ils pointent vers ce compte Twitter, eh bien, en fait, on peut estimer quand même que c'est bon. Mais vous voyez, c'est pas si facile. On va essayer d'aller. Ça rame un peu. Hein. Ouais, on va essayer d'avoir un autre. Oui, je sais. C'est. Ah bah attends, va sur les galeries. Ici, on a déjà vu. Alors, on va déjà aller voir. Attends, on va retourner sur Trump. Quoi? Je suis pas là pour faire ma com. Et après, on va passer en plus lors du parcours à ton atelier. Donc là, oui, on a de la chance déjà, vous voyez, qu'on ait réussi à avoir l'écran qui fonctionne. Parce que tout à l'heure, on avait des problèmes de connexion, mais on est quand même en ligne en même temps. Il ne faut pas trop demander à mon Mac, là, parce qu'apparemment, il peut tout de suite avoir un problème. Donc, vous voyez, en fait, là, il a la coche bleue, parce que bien sûr, il y a eu beaucoup de volume qui a été fait. Le volume, on peut le voir ici. Vous voyez, il y a eu 14 000, en volume, 14 000 Ethers. Donc, 14 000 Ethers fois 1500. Bon, ça peut être quand même pas mal. Donc là, mais oui, donc là, on n'est pas sûr. Comment est-ce que moi, après, j'ai vraiment vérifié que c'était vraiment… là, oui, on peut aller sur Twitter, l'ownership. Donc, voir est-ce que c'est vraiment… Vas-y, oui, Collect Trump, n'importe qui aurait pu créer le username Collect Trump. Oui, en fait, Trump, il est plus sur Twitter, mais Collect Trump, c'est simplement… c'est pareil, super, Céline, toujours à l'heure. Elle nous rejoint. Je t'en fais ici. Donc là, on va arriver sur le compte de Collect Trump. Et là, en fait, bah justement, est-ce qu'il a acheté un badge ou pas? On va voir. Donc, vous voyez, en fait, ici, si après on allait voir là, il y a des liens, des agreements, on peut estimer que oui, c'est lié. Trump était aussi d'accord, parce que c'est passé dans la presse et tout, donc Trump est d'accord. Mais en fait, vous voyez, c'est pas hyper clair que comme ça, juste comme ça, il faut vraiment faire un travail de détective. Si on a un NFT, un NFT signé, bah, il n'y a plus besoin, puisque c'est une preuve légale que c'est telle identité qui a signé le NFT. Donc, ça termine ma partie. Donc, Céline Moelle du Club Innovation Télétravail nous a rejoint. Super, comme d'habitude. Alors,
Est-ce que tu nous entends, Céline? Oui, très bien. Alors, attendez, je vais démarrer ma vidéo. C'est bien, le dernier mot était légal, donc j'arrive au bon moment. Ouais. Alors, normalement, je vais te laisser aussi partager ton écran. Alors, attends, je vais juste donner le droit là. Ouais, je suis en train de l'ouvrir également. Sécurité. Est-ce que je peux partager? C'est tout. Enfin, c'est. Je t'ai pas encore donné. Je pense que là, Ouais, je suis en pas de je suis en souci. train de cliquer ici. Voilà, donc là, normalement, tu peux partager. Ok, super. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, tu vois, on est dans le set sympa du nouveau Telmogène. Ouais, bien. Et on aura l'occasion de se croiser demain. Comme je t'ai dit, je ne pouvais pas être. Je suis encore dans le sud, mais je serai demain à Megève. Donc ça va. Hop, Voilà, alors. donc là, est-ce que toi, tu as partagé ton écran, tu le vois? Ouais. Donc ça devrait être bon, je pense. Hop. Voilà. Hop. Faut peut-être juste que je fasse escape. Partager l'écran. Hop. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que Alors, je vais dire oui, c'est bon, on le voit. c'est tout bon? Très bien. Ouais, c'est bon. Ok. Bon bah super. Bon bah bonjour à tous. Donc Céline Moy, effectivement, membre du club Innovation Télétravail à Megève et avocate donc au barreau de Lyon, chez Deloitte et également membre du barreau de Montréal. Donc, je travaille sur tous les sujets liés à l'innovation, aux actifs numériques, au métaverse, au Web3, etc., etc. Et essayer de pouvoir accompagner bien les porteurs de projets dans le cadre de leur mise en conformité. Donc, ça va sur des process très simples comme qualifier, on va dire, les tokens, créer des conditions générales quand ils souhaitent vendre des NFT ou autres, et puis des choses parfois un peu plus techniques comme l'obtention des autorisations auprès des régulateurs. Alors, contrairement à ce qu'on peut très souvent raconter, il faut comprendre que en France, nous avons un cadre réglementaire qui vient définir bien, les notions de token, d'actifs numériques, et nous avons également une régulation qui vient encadrer une partie du scope, on va dire, de déploiement des actifs numériques, et notamment ce que l'on appelle les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques. Donc ça, c'est pour le volet franco-français, on va y revenir. Et puis, depuis quelques mois est entré en vigueur un règlement européen, le règlement européen MiCA, Marketing Crypto Assets, qui vient en fait désormais encadrer au niveau européen bien une grande partie des problématiques liées à la création des actifs numériques et donc à la régulation sur ces sujets. Donc le règlement va entrer en vigueur, on va dire step by step. Le premier cadre va être vraiment opérationnel début 2026 et on va voir que effectivement la France a déjà essayé un petit peu de se mettre en conformité en créant des statuts un petit peu différents. On va avoir l'occasion d'en parler, mais l'idée de mon intervention, c'est pas de vous faire une analyse exhaustive point par point de tout ce qui se passe en fait en termes de régulation parce que ça bouge beaucoup, mais c'est de vous donner des grandes lignes. Et le premier sujet, c'est finalement la définition d'un jeton, puisque ça, c'est une notion qu'on retrouve désormais dans le Code monétaire et financier. Donc, comme vous pouvez le voir, dans le Code monétaire et financier en France, nous avons la définition d'un jeton, donc du fameux token. Et on voit que c'est donc un bien incorporel qui représente, en fait, sous une forme numérique, des droits qui peuvent être, je vais me décaler, voilà, un ou plusieurs droits qui peuvent être émis et inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, c'est ce que l'on appelle le DIP. Voilà, donc c'est la blockchain, permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du bien. Donc voilà, donc comme vous voyez, donc le jeton, c'est un bien en tant que tel qui est incorporel. C'est également donc un support numérique qui vient représenter des droits. Et puis finalement, les droits à l'intérieur sont librement
définie entre les parties à la transaction. Donc, en fait, on peut, à l'intérieur d'un token, eh bien, transférer ce que l'on veut, entre guillemets, puisque chaque partie est la même, comme sous une formule contractuelle, eh bien, d'organiser finalement ce que l'on veut mettre au sein du token. Voilà. Vous avez certainement aussi entendu parler des fameux NFT, les fameux non-fungible tokens. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence finalement entre un jeton fongible et un jeton non fongible, c'est tout simplement le fait que un NFT ne peut pas en fait être échangé librement contre un autre NFT dans le sens où finalement ils n'ont pas par définition la même valeur. Si je compare entre, par exemple, un Bitcoin, si j'ai un Bitcoin dans mon wallet et que je veux échanger mon Bitcoin avec un Bitcoin de Jean-Marc, eh bien, le Bitcoin dans mon wallet aura la même valeur que le Bitcoin dans le wallet de Jean-Marc. Par contre, si j'ai un NFT X, eh bien, par définition, le NFT Y de Jean-Marc n'aura pas la même valeur que mon NFT X. C'est cette notion-là. Alors après, il y a d'autres, on va dire, d'autres variantes, à savoir que le NFT peut être émis sur certains types de blockchain, etc., etc. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre entre NFT et jeton fongible, c'est cette notion effectivement d'interchangeabilité qui n'existe pas. Voilà, on peut échanger un Bitcoin contre un autre Bitcoin, mais spontanément, on n'échange pas un NFT contre un autre NFT. Voilà. Donc, ça permet effectivement ensuite d'avoir soit des actifs standardisés, soit des actifs qui ne sont pas standardisés. Je pense que Jean-Marc vous a parlé également de la fameuse technique qu'il y a derrière en fait la création des jetons et de la blockchain, à savoir le smart contract. Donc ces fameux smart contracts, en fait, finalement, là où ça devient très intéressant, c'est que finalement, il peut servir soit pour l'émission initiale du jeton, soit aussi pour la circulation du jeton, soit également au moment en fait d'une exécution automatique, parce que l'avantage d'un smart contract, c'est ce qu'on appelle le contrat intelligent, c'est que finalement, une fois que le programme est correctement défini, si les conditions sont réunies, eh bien de manière automatique, eh bien le programme va s'exécuter. Donc ça, c'est très intéressant et ça permet en fait finalement de prévoir des règles de gouvernance très simples entre des titulaires notamment de NFT dans le cadre eh bien, de DAO, donc d'organisation décentralisée. Alors, il y a des questions aussi qui sont quand même importantes, outre cette notion, comme je vous le disais, entre un jeton fongible et un jeton fongible, puisque dans le cadre on va dire de la conférence de ce jour, mais aussi dans le parcours que vous allez faire dans les différentes galeries, on va vous parler bien évidemment de NFT, d'accord, de ces fameux jetons non fongibles. Une fois qu'on a fait cette distinction juridique entre les jetons fongibles et les jetons non fongibles, il faut quand même se poser en fait bon nombre de questions quand on est face à un token au sens large. Première des questions, par exemple, est-ce que les transactions sont considérées comme des ventes? Est-ce que j'achète un NFT? Est-ce qu'on considère ça véritablement comme une vente? Donc, il y a des questions derrière, il y a un enjeu fiscal et il y a un régime attaché. Est-ce qu'on considère que c'est une vente d'un bien incorporel? Est-ce qu'on considère que c'est une vente d'une œuvre d'art? Est-ce qu'on considère que c'est la vente d'un service? Est-ce qu'on considère que c'est la vente d'un produit? Et derrière, donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'on y adosse la TVA? Quel est le statut de la société qui vend ces fameux tokens? À quel régime juridique elle va être rattachée, etc., etc. Ensuite, une autre question qu'on doit se poser, c'est quel est l'objet de la transaction? Est-ce que l'objet de la transaction, c'est le token en tant que tel ou ce sont les droits sous-jacents du token? Est-ce que j'achète un token pour le principe d'acheter un token ou j'achète les droits qui sont attachés, en fait, finalement, à ce token? C'est une autre question. Ensuite, quel est le périmètre contractuel? Est-ce que c'est un contrat qui me permet d'utiliser le token? Est-ce que c'est un contrat qui me permet d'en être le véritable propriétaire? Oui ou non? C'est une autre question.
Ensuite, comment est-ce qu'on qualifie cette notion de wallet, le fameux portefeuille numérique qui nous permet d'intégrer en fait les fameux tokens que l'on a achetés, que l'on nous a donnés, etc., etc. Ça rentre cette fois-ci dans les fameuses questions de savoir finalement qui sont les acteurs qui peuvent véritablement être en mesure de proposer des wallets. Aujourd'hui, quand vous avez, on va dire, des euros, des dollars, etc., vous avez, on va dire, deux possibilités assez standards de conserver votre argent. Soit, en gros, vous le cachez sous votre matelas, soit vous allez, en fait, à la banque. Il n'y a pas 50 aujourd'hui institutions qui vous permettent de stocker votre argent. Soit vous le stockez chez vous à vos risques et périls, soit vous allez à la banque. Mais on ne stocke pas son argent chez le boucher ou chez le boulanger. Pourquoi? Parce que le boucher ou le boulanger n'a pas les autorisations utiles pour conserver pour le compte de tiers votre argent. Et bien, sur les actifs numériques, vous imaginez bien que théoriquement, c'est la même chose. Pas n'importe qui ne peut proposer des services, notamment d'achat-vente d'actifs numériques ou de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers. Ça, c'est la théorie. Malheureusement, en pratique, on voit qu'il y a beaucoup plus de plateformes non régulées que de plateformes régulées et encadrées. En France, c'est l'autorité des marchés financiers qui encadre ça. En Suisse, c'est la FINMA. Donc, ce qu'il faut entendre par là, c'est que toutes ces problématiques-là de qualification du wallet et donc ensuite de services proposés, sont des enjeux importants. Voilà, il y en a plein d'autres. Dernier, peut-être petit élément concernant notamment les NFT, puisque c'est un peu plus le sujet du jour. Il faut également être sûr, quand on a un NFT, que les droits, que ce soit des artistes, des créateurs, etc., soient correctement respectés. En effet, quand on souhaite en fait reproduire de manière digitalisée une œuvre d'art qui a été physique, etc., on doit s'assurer que les droits sont correctement respectés. Donc ça, c'est également très important et souvent, on a un peu tendance à l'oublier. On pense que la digitalisation est quelque chose de très simple et que finalement, on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation de l'artiste. C'est complètement faux. Alors, pour vous donner quelques éléments de réponse, on va dire, sur l'encadrement véritablement juridique, sachez donc qu'en France, on a effectivement cette notion de PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, qui existe et qui permet, en fait, pour une partie des services proposés, de le faire en toute conformité. Voilà, donc je rentre pas forcément beaucoup dans le détail, mais sachez que le PSAN, le fameux prestataire de services sur actifs numériques, a de nombreuses obligations, des obligations donc notamment en matière de blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme, donc des obligations LCBFT très fortes. Il doit également mettre en place des mesures de surveillance constante au moment de l'entrée en relation avec ses clients, mais aussi en fait tout au long de la relation avec le client. Il a des contraintes également liées à les problématiques de gel des avoirs et de TRACFIN, d'accord, en cas de doute. Donc, on est vraiment sur une réglementation d'ailleurs très financière et bancaire et comme vous l'avez vu, c'est encadré au sein du Code monétaire et financier. Donc, on voit bien les enjeux qui sont beaucoup plus liés finalement au concept de finance traditionnelle qu'à des concepts de consommation standardisés. On parle beaucoup plus ici de réglementation financière que de code de la consommation. On se rend bien compte des enjeux financiers assez lourds. Donc ça, c'est important. Donc effectivement, comme je vous le disais, donc en France, nous avons dans le code monétaire et financier une liste en fait des PSAN, le Code monétaire et financier a instauré une liste blanche des PSAN qui sont enregistrés au sein de l'autorité des marchés financiers. Aujourd'hui, on en compte à peu près 80.
qui sont conformes. Donc, à l'échelle, on va dire, du nombre de plateformes auxquelles on peut avoir accès, c'est vraiment pas beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart aujourd'hui des gens ne se rendent pas compte des contraintes et de la régulation. Et il faut comprendre également que l'obtention d'une autorisation par l'autorité des marchés financiers est un process long, complexe et avec forcément une rigueur attachée à la réglementation très, très forte. Alors, on n'est pas sur des systèmes bancaires, c'est pas comme une banque, un PSAN, mais on n'est quand même pas très loin. Et en termes de classification, en termes de vérification, en termes de demande d'équivalent temps plein dédié à l'activité, on est sur des choses de plus en plus lourdes. Voilà. Pour petite information, des PSAN sont contrôlés régulièrement. Certains ont même été radiés. S'ils manquent en fait à leurs obligations, il n'y a pas de difficulté pour l'autorité de régulation de les radier. Alors, le volet lutte anti-blanchiment est beaucoup plus encadré, on va dire, par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et des résolutions, qui donne en fait son go ou son no-go à l'AMF. Donc, c'est un vrai partenariat AMF-ACPR sur ces thématiques-là. Voilà, j'ai mis quelques exemples, mais c'est juste pour vous donner des informations. Voilà un petit peu comment se présente en fait un dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, vous voyez, c'est lourd, c'est un dispositif interne, une classification des risques, un dispositif pour les opérations suspectes, un dispositif en matière de gel des avoirs. Donc, c'est dense et c'est très important. Et je ne peux que vous conseiller, si vous souhaitez acquérir des cryptoactifs, de passer par des plateformes régulées par l'autorité des marchés financiers. Vous verrez que c'est très sécure et qu'on vous pose plein de questions, mais en même temps, ça permet d'éviter bon nombre de soucis. Voilà. Donc, le déploiement du fameux règlement européen, comme vous pouvez le constater, va venir en fait au niveau européen encadrer ce que la France avait proposé dès 2019. Donc, on retrouve les définitions d'actifs numériques, on retrouve la notion de jeton de monnaie électronique, on retrouve la notion de jeton utilitaire, etc., etc. Donc, on retrouve tout ça et c'est très important et c'est très bien. Le déploiement se fait au fur et à mesure. En France, il faut noter que nous avons en fait un PSAN nouvelle version qui rentre en vigueur au 1er janvier 2024 pour justement se rapprocher de plus en plus de la réglementation européenne qui va se déployer dans les prochaines années. Donc, on est vraiment assez en avance sur ces sujets-là. Voilà, on retrouve effectivement toutes les mêmes questions, honorabilité des dirigeants, les connaissances, les expériences, des professionnels identifiés, identifiables, etc., etc. C'est vraiment les mêmes contraintes. Et tout ça, pourquoi? Pour finalement améliorer la compréhension juridique de ces fameux cryptoactifs, continuer à encourager l'innovation, garantir une concurrence loyale envers les différents acteurs européens, parce qu'aujourd'hui, forcément, vu que la France fait partie des seuls pays réglementés à avoir réglementé ces sujets-là, ceux qui ne veulent pas être en conformité ne se tournent pas vers la France, ils vont dans d'autres pays, ce qui est un peu dommageable. Avec le règlement européen, toute l'Union européenne va être régulée de la même manière, donc il ne pourra plus y avoir de pays, on va dire, plus crypto-friendly que d'autres, et ça, c'est très bien. Voilà. Petite annotation quand même, sachez que les NFT, les non-fungible tokens, sont exclus à ce jour du règlement européen MiCA. Donc, pour ceux qui veulent vendre des NFT, ce n'est pas le règlement MiCA qui peut les encadrer puisqu'ils sont exclus. On y reviendra, je vous donnerai quelques éléments de compréhension. Voilà. Et autre point qui me semble important à souligner, dans la réglementation européenne, vous allez retrouver finalement un enjeu assez important qui est lié à l'environnement, parce qu'on a beaucoup effectivement dit que la blockchain était une technologie très énergivore et très polluante. Sachez que pour un petit peu
ouais, toujours dans une optique, on va dire, de meilleure compréhension et d'information des consommateurs au sens large, les PSAN vont avoir l'obligation d'informer les consommateurs de l'empreinte environnementale et climatique des actifs numériques utilisés. Voilà, donc ça, c'est une nouveauté. Ça n'existe pas en droit français. Ça n'existe dans aucune autre réglementation à ce jour, mais le règlement européen l'a prévu et ça va se déployer. Voilà. On a également une autre réglementation qui s'appelle le régime pilote sur les security tokens. Là, on est vraiment sur une réglementation financière très lourde. C'est juste pour vous expliquer finalement que en Europe, ça bouge beaucoup et ça permet effectivement d'encadrer ceux qui souhaiteraient véritablement proposer des produits financiers structurés basés sur des cryptoactifs, ils pourront, s'ils rentrent dans le cadre, utiliser le régime pilote sur les security tokens. Voilà, c'est une innovation réglementaire assez importante, un peu complexe, qui vient finalement simplifier l'émission de produits financiers structurés par rapport à la réglementation traditionnelle qui ne fonctionne pas si on utilise la technologie blockchain. Voilà, donc c'est quand même pour vous le signaler. Donc, sur les points vraiment essentiels à retenir, sachez qu'effectivement, il faut passer par des plateformes qui sont enregistrées auprès de l'autorité des marchés financiers, car ces fameux PSAN ont un dispositif de lutte contre le blanchiment qui est efficace et robuste. Ils ont une classification des risques importante. Tous les PSAN sont vraiment vigilants sur l'évolution de la réglementation et l'adoption finalement du règlement européen MiCA et son déploiement sont surveillés de près. Voilà, quelques éléments rapides sur les NFT qui font quand même partie de cet enjeu aujourd'hui. Voilà, vous avez quelques notions, quelques cas d'usage en fait pour expliquer les choses. Vous avez le NFT art, donc c'est quand on associe une œuvre numérique finalement à la technologie blockchain. Vous avez aussi, avec les NFT, finalement, tout ce qui est utilisation d'un avatar et son usage dans un univers virtuel. Vous avez également toutes les fonctions de certification et d'horodatage des événements. Ça peut être de la logistique, ça peut être du dépôt. Vous avez, très important, tout ce qui est ticketing, membership. Donc c'est aujourd'hui, on sait qu'il y a parfois des problèmes quand on va à un événement, des faux billets, des choses comme ça. La technologie blockchain et l'usage des NFT permettrait de rendre service et de simplifier parfois certaines démarches. Vous avez aussi parfois l'association entre un bien matériel et un NFT. Je vous donne un peu des exemples, mais on a par exemple notamment certaines grandes marques d'horlogerie suisses, horodatent finalement tout ou partie des pièces des montres dans la blockchain pour justement en fait assurer une traçabilité. Et vous savez, quand on va acheter une montre ou un bijou, on nous donne un certificat d'authenticité. On pourrait imaginer désormais un NFT en fait à la place d'un certificat papier que l'on perd, un NFT que l'on mettrait dans nos toilettes et qui nous dirait que tel jour, telle heure, chez tel bijoutier, nous avons acheté tel bijou de telle marque sous tel et tel numéro. Voilà, c'est des exemples pratiques qui sont également importants. Voilà, alors forcément, qui dit NFT dit ensuite non-possibilité d'utiliser la réglementation Pacte et demain la réglementation européenne MiCA, puisque je vous ai dit que les NFT ne font pas partie de la réglementation sur ces sujets-là. Donc, on rentre dans la problématique plutôt consumériste en tant que consommateur. Donc voilà, donc on retombe sur des sujets qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète, est-ce que je peux bénéficier de mon droit de rétractation, la question, l'éviction des droits des tiers, ça c'est plutôt des questions de propriété intellectuelle. Est-ce que j'ai une garantie de bonne délivrance des contenus numériques, quelle peut être la responsabilité des places de marché de NFT. Voilà, des questions finalement que l'on se pose et auxquelles on tente de répondre, indépendamment de la réglementation liée aux actifs numériques, puisqu'elle ne comprend pas les NFT. Donc, on retombe sur des problématiques de réglementation
de réglementation traditionnelle. Et puis, voilà, quelques éléments aussi. Quand on parle de NFT, très vite, on se tourne vers le métaverse. Je vous encourage à aller lire les conditions générales de ces fameux univers virtuels. Elles sont généralement assez mal faites. On ne comprend pas bien, en fait, finalement, ce que l'on a le droit de faire dans un métaverse. Quand on achète un land, un terrain, on ne comprend pas bien de quoi on est propriétaire. Donc, tous ces enjeux-là sont importants. Également, la conformité au RGPD, donc la protection des données personnelles. Est-ce que ces plateformes respectent correctement la protection des données que vous allez déployer dans un métaverse? Voilà, toutes ces questions-là, finalement, se retrouvent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une révolution juridique, hein, c'est une évolution à prendre en compte. Donc, à mon sens, on peut parler effectivement d'évolution, ce qui est une bonne chose, de déploiement, ce qui est également une très bonne chose, mais aussi attention aux risques liés à tout ça parce que l'encadrement n'est pas encore très mature et surtout les acteurs qui jouent dans le métaverse et avec les NFT n'ont pas forcément vraiment conscience des enjeux juridiques liés à tout ça. Voilà en gros les grands éléments en quelques mots, hein, parce que c'était vraiment rapide, mais sinon on rentre dans un détail qui n'était pas forcément utile. Oui, merci Céline pour cette présentation sur les aspects légaux. On voit que c'est très dense. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte en fonction du fait si c'est un token qui donne d'autres droits que l'art. Oui, donc c'est assez complexe. Aussi au niveau des pays, là on a une réglementation européenne que la France aussi doit suivre, mais là il y a plusieurs personnes aussi qui viennent de Suisse. Eh bien, en Suisse, il y a en fait un autre cadre légal, et puis si c'est aux États-Unis, il y a aussi un autre cadre. Oui. Donc tout ça est assez complexe. Mais on va essayer de prendre quelques questions dans l'audience pour toi. Pas de souci. Alors, je ne sais pas si tu entendras, tu me dis. Oui, bonjour et merci beaucoup Céline. Alors, une question justement que Jean-Marc a déjà eu. C'est comment en Suisse? Est-ce que c'est les mêmes? Parce que la Suisse, c'est pas l'Europe, souvent ils s'adaptent. Est-ce que c'est le même cadre juridique ou non? Alors oui, alors la FINMA, on va dire veille au grain, d'accord. Donc il y a des contraintes en fait qui sont un petit peu plus légères que en France et donc demain en Europe, d'accord. Donc il y a des licences délivrées pour les acteurs qui délivrent des produits sur actifs numériques. La grande différence à mon sens entre l'Europe, on va dire, et la Suisse, c'est la question de la publicité, d'accord. C'est assez simple aujourd'hui quand on est licencié auprès de la FINMA. Donc, je dis pas que l'obtention de la licence est simple, hein. Il y a les mêmes contraintes, lutte anti-blanchiment, etc., etc. Mais quand on a la licence auprès de la FINMA, on peut faire notamment de la publicité liée aux actifs numériques. Il suffit de se rendre d'ailleurs à l'aéroport de Genève pour très vite se rendre compte que vous avez des spots, Swissquote, etc., etc. On vous parle de crypto asset, etc. En France et en Europe, vous ne pouvez pas à ce jour voir cela. La seule exception est si l'on est agréé, c'est une licence, on va dire, plus délivrée par l'autorité des marchés financiers qui vient d'être délivrée pour la première fois à une filiale de la Société Générale. Donc, vous voyez, entre 2019 et 2023, la Société Générale a obtenu le mois dernier le fameux agrément de l'AMF. Donc, eux vont pouvoir, on va dire, faire un petit peu de publicité. Donc, j'ai envie de dire, en Suisse, c'est pas si simple que ça d'obtenir la licence. C'est un peu comme en Europe, mais par contre, les problématiques liées à la communication et la publicité sont moindres. Voilà. Et puis après, en Suisse, vous avez aussi des petits endroits, notamment le canton de Zug, qui sont beaucoup plus, on va dire, crypto-friendly, mais cette fois-ci, non pas au sens de la régulation financière, mais au sens de l'utilisation. Il y a notamment à Zug, vous pouvez, par exemple, payer vos impôts locaux en utilisant votre portefeuille de crypto-actifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Si vous êtes résident français et que vous devez payer vos impôts en France, vous ne pouvez pas payer vos impôts en Bitcoin, hein. On les paye bien en euros. Voilà, donc vous voyez, je ne crois pas que ce soit plus simple, il n'y a pas plus de tolérance, il y a juste des différences qui se retrouvent et qui sont peut-être aussi liées à la taille, hein, du pays, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement faire de communication
l'encadrement est plus facile à faire qu'en France où finalement c'est beaucoup plus compliqué de contrôler l'ensemble des plateformes. Voilà. Mais il y a une régulation en Suisse aussi. Voilà. Ils sont pas, c'est pas 100% ouvert comme on pourrait le croire. L'encadrement est quand même important. Non, parce que les Suisses, c'est quand même un stand important à ce niveau-là aussi, ils veulent augmenter. Oui, tout à Mais fait. Alors, ouais, Céline aussi enseigne dans le cadre de la formation qu'on fait à l'Université de Genève sur tous ces aspects-là, techniques légaux, du cryptoactif, de la blockchain, des NFT. Et bien entendu, alors, dans cette formation-là, puisqu'à l'Université de Genève, on a une grande partie avec des avocats suisses, mais aussi elle enseigne pour donner justement l'ouverture sur les autres juridictions. Après, c'est vrai que moi, typiquement, j'ai un peu la vision des deux. Moi, j'ai une petite entreprise, une start-up donc en Haute-Savoie, hein, qui est basée par ici, sur la blockchain et même donc l'innovation très importante, comme par exemple un brevet pour faire des transactions offline Bitcoin que peu d'autres auraient pu faire. Alors, premier point, c'est vrai que cette région-là, c'est beaucoup plus difficile que si on était basé à Paris, donc tout se passe à Paris. Et donc déjà pour interagir, pour une petite entité, c'est quand même très difficile. Moi, j'ai la chance en fait de participer à des consortiums internationaux, donc en fait, j'ai quand même été invité 2-3 fois à Paris. Mais en fait, tout se passe un petit peu à Paris, quoi. Les Parisiens entre eux, quoi. C'est mon ressenti. En Suisse, ensuite, comme j'enseigne et je dirige cette formation continue, alors peut-être l'écosystème est justement, comme elle disait, plus petit et aussi, c'est plus facile, je dirais, pour les petites entités à percer qu'en France. En oui, mais France, elles sont aussi très regardées. C'est un peu, voilà, c'est que il y a pas, oui, alors, voilà, elles sont aussi très regardées, très contrôlées. Il y a eu un enjeu, hein, d'ailleurs, il y a eu la FINMA a été mise en cause d'ailleurs par quelques autorités, par quelques sociétés encore très récemment. Et puis il y a eu aussi, comme en France, un peu de bad buzz, voilà, sur des structures qui avaient fait des ICO. Si on se souvient de Lake Diamond, par exemple, qui avait fait une super ICO, qui avait levé beaucoup d'argent pour faire du diamant, et puis finalement la société a été placée en liquidation judiciaire. Donc, vous voyez, il y a toujours aussi un petit peu de, voilà, il y a, c'est comme partout. Voilà, il y a du bon et du moins bon, mais il y a de plus en plus de bons. Et la régulation, contrairement à ce que l'écosystème parfois aimerait nous faire croire, eh bien, la régulation a ça de bon qu'au moins ça permet aux acteurs, on va dire, structurés de continuer à exercer et aux acteurs un peu moins structurés, eh bien, soit de se mettre en conformité, soit de devoir finalement un peu laisser la main, quoi. Voilà. ok, alors, donc il y avait une petite question après. Justement, je parlais des petites entités. En France, comme on l'a vu, c'est quand même très dense et ça demande des équipes entières pour obtenir même un enregistrement ou ensuite il y a l'accréditation. Moi, pour ma part, mon entité, elle n'a pas la capacité de faire ça. En Suisse, c'est beaucoup plus abordable. Donc après, on ne parle pas bien entendu des projets qui sont malhonnêtes. Voilà, donc moi, la seule chose que je dirais, en Suisse, ça me paraît être plus quand même dynamique qu'en France où, oui, ça va être une confiance même, je dirais, plus prononcée, plus en profondeur, mais qui n'est possible qu'à des grosses entités avec des gros budgets, puisque il faut utiliser après des experts, expertes comme Céline, que tout le monde ne peut pas encore se payer. Mais voilà, après. Non, le process est long. Le process est long, faut dire ce qui est aussi, parce que généralement, faut compter quasiment entre 9 mois et 1 an pour obtenir les autorisations auprès du régulateur français. Normalement, on n'a pas le droit d'exercer tant qu'on n'a pas obtenu les autorisations. Donc, c'est vrai qu'on va dire qu'en termes de souvent de trésorerie, c'est toujours un peu compliqué pour les sociétés parce qu'il faut avancer, il faut créer la société, il faut prendre un expert comptable, il faut prendre un avocat, il faut lancer les procédures, il faut lancer les formations et on n'a pas le droit de commencer normalement son activité. Donc, c'est vrai qu'il y a parfois un peu de tension en termes économiques pour les acteurs de pouvoir se mettre en conformité. Ça, c'est un engagement effectivement financier, de
temps et de déploiement technique également qui est parfois un peu complexe. Ça, c'est une réalité. Et après, il y a un deuxième point, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi en crypto qui ont fait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles n'ont pas forcément respecté les règles de départ. Et j'en C'est vrai. prends comme exemple Binance, qui est un échange centralisé qui est très connu au monde, Bien sûr. qui actuellement, en fait, avait obtenu, alors, c'est l'enregistrement, c'est ça, en France. Mais il faut être des départs, hein, je l'avais dit, attention, puisque il y a quand même des choses pendant longtemps. Pourquoi ils se sont autant développés? Parce qu'ils n'ont pas respecté de règles sur le Know Your Customer et autres, qui pourraient revenir après. Donc, eux, ils ont fait ils ont eu beaucoup de clients, ils ont obtenu beaucoup d'argent. Et après, c'est pas forcément un problème pour eux pour passer des niveaux où il y a simplement forcément peut-être besoin d'avoir des équipes et beaucoup d'argent. Les C'est une États-Unis, en réalité. fait, les États-Unis récemment, ils ont retoqué en fait Binance. Binance a plusieurs problèmes. Donc, voilà. Donc, c'est aussi il y a pour et contre des deux côtés. Mais dans cette formation, par exemple, qu'on fait à l'Université de Genève, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi tous ces côtés-là. On a une expérience où tous les intervenants sont très internationaux, sont là depuis très longtemps, donc ils ont aussi une vision très très bonne de tous les écueils qui peuvent arriver, ce qui peut arriver. Si on revient un petit peu plus dans les NFT d'art, donc là, parce que la première session en fait a beaucoup été sur ces NFT d'art. Je leur ai dit justement que certains NFT, s'ils avaient d'autres droits, ben, ça pouvait justement là, ils n'étaient plus art, et ben, on tombait dans tout ce que tu nous as montré, et là où on voit que c'est complexe. Oui. Donc, il faut faire attention si tu veux. Si tu peux reconfirmer, oui. Voilà. Une question finale. Oui, si je peux me permettre. Vas-y, ouais. Rapidement, c'est peut-être pas l'objet aujourd'hui. Didier, tu as éteint. En mute. Ton micro. Ça passe? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, je posais la question de savoir si le régime d'imposition fiscale applicable aux cessions de NFT avait été déterminé de manière précise en France. Non. Non. Il faut regarder le sous-jacent en fait. En fait, aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de définition propre au NFT, il n'y a pas de régime juridique et de régime fiscal attaché. Donc en fait, ce qu'on regarde, c'est le sous-jacent. Est-ce que derrière le NFT, c'était simplement un produit ou service standardisé? Est-ce que c'était une œuvre d'art? Est-ce que c'était un droit réel, un droit personnel, etc., etc. Il n'y en a pas en tant que tel. Le principe veut qu'aujourd'hui, on assimile la plupart des NFT artistiques, etc., à des produits et services. Donc dans ces cas-là, on va dire que c'est le vendeur l'assujettit à la TVA et ensuite c'est un bien qui est neutre fiscalement parlant. Mais parfois il y a des exceptions, voilà, et que ça on parle sur des NFT on va dire de montants raisonnables. Dès qu'on dépasse un certain montant, on peut rentrer dans la question: est-ce que c'était éventuellement un produit d'investissement déguisé? Est-ce qu'on peut considérer que c'était finalement un bien mobilier incorporel et donc assujetti à une certaine fiscalité? Donc il y a pas de choses très très claires. Ce qui est très clair d'un point de vue fiscal, c'est tout ce qui concerne finalement l'achat, la vente et la revente des actifs numériques standardisés, fongibles, Bitcoin, Ethereum, etc., avec une imposition sur la plus-value voilà, au moment de la conversion crypto-euro. Ça, c'est standardisé. Pour la personne physique, j'entends pas pour les sociétés. C'est l'impôt, l'IR, on va dire traditionnel. Voilà, mais ça va se déployer. On est arrivé à Megève maintenant à avoir plusieurs galeries ou magasins qui vont vendre des NFT. Il y a aussi, par exemple, Olivier Tops qui vend des NFT, lui, en tant qu'artiste pur, puisque c'est pas un intermédiaire, c'est lui-même qui fait ses œuvres. Donc, à la base, en fait, c'est d'avoir un compte sur OpenSea. Et là, donc justement, donc si on prend des NFT d'art où il n'y a pas d'autres droits qui sont donnés à ça, est-ce qu'il y a encore des risques justement avec ces nouvelles réglementations là, même si les NFT ne sont pas encore dans MiCA et autres, quoi. Et est-ce que voilà, je suis un artiste ou même une galerie ou le plus simple, c'est un artiste. Je crée mon compte OpenSea, j'upload ma photo, par exemple, je suis photographe d'art. Je dis que je m'engage à faire qu'un NFT de cette photographie d'art. Est-ce que là, si je suis en France, est-ce qu'il y a ces besoins Alors,
En fait, Ouais. en fait, aujourd'hui, l'artiste, bon, il a déjà pas les problématiques liées à l'éventuelle cession des droits d'auteur, etc. Si c'est lui qui émet son NFT. Après, ce qu'il émet dans ces cas-là, c'est, si on le prend de manière assez sommaire, c'est un produit, d'accord? Donc, il va être ensuite assujetti aux taxes traditionnelles de n'importe quel produit structuré comme si on était dans une galerie traditionnelle et qu'on vendait un tableau, et ben on est assujetti à de la TVA et des choses comme ça. Donc voilà, ça reste, on va dire, une activité commerciale au sens juridique du terme, et donc on collecte des fonds, on rétrocède la TVA et on paye son impôt sur les sociétés, ou si on est auto-entrepreneur, on est assujetti aux règles liées aux entrepreneurs. Mais voilà, il y a pas de différence majeure à noter tant qu'on reste dans des proportions raisonnées, raisonnables, et qu'il y a une traçabilité. En fait, l'important, c'est d'avoir une traçabilité de tout ça et de tout ce qu'on fait. Il faut avoir un compte ouvert au nom de la société en tant que telle ou de la galerie d'art en tant que telle. C'est-à-dire qu'il est hors de question de virer ça sur un compte personnel ou sur un wallet personnel. Voilà, une fois qu'on a mis ça en place, il n'y a pas de très grande difficulté. Et après, comme toute galerie, il faut des conditions générales de vente, il faut un lieu de livraison, il faut parfois un formulaire de rétractation, etc., comme n'importe quel, on va dire, vendeur traditionnel, ce qui n'existe malheureusement pas assez aujourd'hui. Voilà, et donc après, si par exemple, bon, il voulait faire une collection, comme ce qui se fait souvent, par exemple 1000 NFT qui donneraient droit à être VIP de l'artiste, avoir d'autres, des goodies, ils peuvent faire une soirée aux chandelles avec En fait, après, c'est Olivier. la même chose. En fait, ça veut dire, ça relève de la qualification. Il faut regarder si le NFT est considéré comme un utility ou comme un security. Et puis, Ouais, au moment de l'acquisition, il faut mettre en place, en fait, alors, les white papers c'est souvent un peu lourd pour ce type de choses, mais il faut mettre en place un petit contrat de cession pour que celui qui acquiert ce fameux token, eh bien, puisse comprendre quels sont les droits, obligations, usages, etc., qu'il va en faire, comme, j'ai envie de dire, comme tout produit assez standardisé. Alors, c'est vrai, quand on va acheter sa baguette de pain, on ne demande pas les conditions générales de vente à la boulangère. Mais on est soumis au cadre du code de la consommation, avec des règles sur l'hygiène, sur la taille de la baguette, etc., etc. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Quand on vend un produit à un tiers, on doit lui proposer une facture avec les taxes qu'il y a dessus, avec les références utiles, etc. C'est exactement la même chose. À Est-ce défaut de qu'il faudra rentrer dans un une enregistrement? réglementation bancaire lourde, on rentre dans on vend quelque chose. Est-ce qu'il faudra un enregistrement FINMA, quoi, ou dans ce Ça cadre-là, dépend. Non, il y a peu de chance. Après, ça dépend de ce qu'il souhaite véritablement proposer et de la manière dont il va le commercialiser. Mais ouais. ça va pas. Normalement, ça va pas jusque-là. Normalement. Allez, dernière petite question, parce qui était basée sur une question avant. Donc, on m'avait parlé, en fait, c'est d'un NFT, par exemple. C'était quoi comme artiste déjà? C'était un peintre, on m'avait dit. En fait, on avait des tout petits morceaux de l'art, tu sais, on a une toute petite partie, une tokenisation de l'artiste, c'était Ouais, c'était Van Gogh. Van Gogh, voilà. Van Gogh, par exemple, tu sais, qui est coupé en tout petits morceaux. Donc, il y a des milliers de NFT. Donc là, est-ce qu'on tombe dans autre chose Bah oui, des c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que déjà, il faut vérifier si l'artiste, entre guillemets, on a le droit de faire usage de l'œuvre de l'artiste en tant que tel. Donc, est-ce que c'est tombé dans le domaine public, pas dans le domaine public, etc., etc. Il y a de fortes chances pour que ce soit vraiment strictement encadré. Et puis après, il y a la manière dont on va le commercialiser. Est-ce qu'on considère qu'on fait une opération d'investissement en tant que tel? Est-ce qu'on vend ça comme un produit d'investissement? Est-ce qu'on vend ça comme une œuvre d'art? Sur quelle plateforme? Est-ce que la société est correctement constituée? Est-ce que le contrat de cession nous permet de comprendre ce que l'on achète? C'est toujours les mêmes questions, en fait. En fait, pour moi, à part la question véritablement liée aux enjeux financiers du Bitcoin comme moyen de paiement, etc., où on a dû faire une réglementation adaptée, le reste, c'est du droit traditionnel. Aujourd'hui, certaines prestations de services et de produits sont délivrées par des gens qui ont obtenu les autorisations pour le faire. Là, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on est dans un cadre standard, basique artistique, ou est-ce qu'on est sur autre chose? Mais c'est comme tout. Quand on est médecin, pour exercer l'activité de médecine, on doit avoir un diplôme spécifique pour être expert comptable, pour être avocat, et on vend du service ou des produits. Et suivant ce qu'on vend, si demain je décide de réaliser des maisons, il faut que j'ai le diplôme d'architecte pour le faire, sinon je suis hors la loi.
Si je fais des prestations de services juridiques, il faut que je sois avocat, sinon je suis hors la loi. Là, c'est la même chose. Si je veux faire une galerie d'art standardisée, traditionnelle, il n'y a pas de problème. Si par contre, ce que je vends, c'est autre chose ou que je fais croire que c'est autre chose, il faut que j'obtienne les autorisations utiles. Et il n'y a que cette qualification juridique initiale et primaire qui permet finalement, dans 80% des cas, de se départir des contraintes, on va dire, lourdes par la suite. Mais cette qualification juridique, elle est liée. Elle est liée ensuite au travail qu'on connaît, de chercher dans les textes, de regarder vraiment ce qui est vendu, etc. etc. Et oui, dans 80% des cas, on y échappe. Et dans 20% des cas, on n'y échappe pas. Et dans ces cas-là, il faut obtenir tout ce qu'on appelle les credentials utiles auprès des régulateurs, que ce soit en France ou en Europe ou au sein de l'affinement en Suisse, enfin peu importe. Donc, si c'est simple, c'est de l'art, voilà, c'est quand même abordable. Sinon, voilà, si on commence à faire des choses un peu bizarres, c'est même pas non, c'est pas forcément bizarre d'ailleurs, Jean-Marc, c'est pas spontanément bizarre en fait, c'est juste que soit on est dans un cadre simple, soit on est dans un cadre plus complexe, mais c'est pas forcément bizarre en fait, c'est juste qu'on rentre dans une autre case juridique. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup, Céline. Donc, peut-être on se verra demain. Ouais, puis, j'espère, au plaisir. Je te ferai un petit message quand j'arrive. Merci. Donc, on en reste là pour ce soir. Donc, on va, nous, ensuite faire le parcours artistique. Ouais, c'est cool ça. Je voudrais bien d'ailleurs que tu me le passes. Je passerai demain. J'arrive, je pense, demain après-midi. Ouais. J'ai un peu évité le rush du 15 août là. Oui, il y avait pas mal de voitures. Après, il ne faudra pas oublier, donc, cet hiver, donc, le 21 février, on fait une plus grosse. Normalement, ce sera un événement encore plus gros. Donc, une club innovation télétravail avec des journalistes. Normalement, il y aura peut-être The Big Wells, des gens à l'auditorium. Et puis, eux, ils aiment bien skier. Mais un jour, ils apprendront qu'à Megève, c'est sympa parce qu'il fait encore frais et chaud. Maintenant, on est bien. On est même mieux que dans les grandes villes où il fait très chaud. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup. Bon après-midi. Visitez bien et puis on se tient au courant demain. À bientôt. Bon après-midi. Allez, au revoir.